Europe 1. Elliott Deval et vous. Et Alexandre Mandel nous a rejoint dans le studio d'Europe 1. Bonjour Alexandre, vous êtes journaliste spécialiste des États-Unis, auteur de l'ouvrage Chez Trump, publié pour la maison d'édition L'Artilleur. C'est l'actualité de ce dimanche, bien sûr. Donald Trump évacué du dîner des correspondants de la Maison-Blanche. Emmanuel Macron qui dénonce une attaque inacceptable. L'assaillant a été mis hors d'état de nuire, interpellé au moment des faits. Il n'y a donc eu qu'un seul blessé qui est un policier sur place. C'est Donald Trump qui l'a annoncé, mais qui avait visiblement un gilet pare-balles ultra performant. Donc les choses auraient pu être bien plus graves cette nuit. Comment vous expliquez ce qui s'est passé, Alexandre Mandel? Quelle est votre analyse de cette nuit, nuit de chaos dans cette soirée de gala, le gala des correspondants à Washington? La première analyse qu'on peut en tirer, pour l'avoir vécu en reportage, vous approchez le président, c'est que les services secrets, qui n'ont rien de secret aux États-Unis, les services secrets, ça veut dire services qui protègent les hautes personnalités politiques. Vous les trouvez devant les bâtiments fédéraux, etc. Il y a une faille, il y a un raté là-dedans. Alors d'après ce que je sais, d'après ce que j'ai compris, le type s'était planqué dans une pièce où il y a, vous savez, ce qu'on appelle en anglais les galleys, là, je ne sais pas comment on appelle ça, les chariots, voilà, les chariots de bar. Ça fait suite à une série d'inconséquences dans les services secrets américains. Il y avait eu, vous savez, à Butler, cette personne qu'on avait laissé passer sur le toit. La directrice des services secrets américains avait dû démissionner après une commission d'enquête. Elle ne voulait pas démissionner. Ça fait un peu beaucoup, ça fait un peu... Pour l'image des États-Unis, moi, c'est ce que je vois en premier. Ce qui me surprend en premier, c'est que ça donne une image, finalement, de couac d'un service qui était dans le temps très réputé. Mais ensuite, c'est un service qui a quand même réussi à exfiltrer les personnalités présentes. Encore heureux qu'ils Oui, non mais l'interpeller. Je parle de la prévention. J'ai compris. Voilà. C'est en amont, vous dites qu'il y a une faille en amont. Ah oui. Voilà. On aurait pu mieux sécuriser l'endroit. Tout ce que je peux prévoir d'ici là, c'est une nouvelle commission d'enquête au Sénat américain, convocation des services secrets. Comment se fait-il que cette personne a pu résider à l'hôtel Hilton du quartier de Kalorama à Washington? Ça paraît aberrant quand même. Okay. Et vous savez, avant ces événements-là, 3 jours avant, y compris pour les visiteurs, on vous scanne votre valise, on vous scanne tout, on fait passer des chiens policiers, etc. Il y a Autre quelque chose question, qui s'est passé. parce qu'on parle de l'assaillant, est-ce que on a quelques informations sur le profil de l'assaillant? Est-ce que ce profil qui vous surprend? On parle d'un garçon d'une trentaine d'années, 31 ans, oui. Professeur, mais toujours, d'après ce que j'ai compris, toujours en doctorat de physique-chimie. Oui, on parle d'une tête, c'est ça que je veux dire. Dans une banlieue plutôt aisée de Los Angeles. Bon, et ce profil-là... Et ce profil, hélas, pour l'instant, on a absolument... J'imagine que les enquêteurs fouillent. Ce genre de personnes, s'il y avait un motif politique, surtout aux États-Unis, ils adorent laisser des petits manifestes. Alors les gars, ils écrivent 20 pages, à la première personne c'est délirant, etc. Donc on verra ça ce soir. Il y a une information que tout le monde scrute, qui est publique aux États-Unis. Vous savez qu'aux États-Unis, pour être inscrit sur les listes électorales, il faut donner votre préférence politique. Alors vous pouvez choisir indépendant, mais c'est quand même assez rare aux États-Unis de dire qu'on est indépendant. Donc est-ce qu'il est inscrit comme démocrate? Est-ce qu'il est inscrit comme républicain? Est-ce qu'il est inscrit comme indépendant? Et ça, c'est toujours une info qui est exploitée politiquement aux États-Unis. C'est-à-dire que s'il est démocrate, toute la semaine, Trump va dire, regardez, mais les démocrates m'en veulent, ils ont voulu me tuer à Butler. Il y avait un militant pro-Ukraine qui avait voulu le tuer aussi dans son golf à Palm Beach. En septembre 2024. Et maintenant, voilà. Et maintenant, mais à l'inverse, si c'est peut-être un déçu de MAGA. Alors les visiblement, deux camps ont des gens très. Les informations qui nous parviennent, c'est qu'il aurait investi quelques euros, c'est $25, donc on est très prudent pour la campagne de Kamala Harris. Mais est-ce que restons encore une fois très prudents. En revanche, vous qui êtes le spécialiste des États-Unis, auteur, je le rappelle, de l'ouvrage Chez Trump, publié chez L'Artilleur, qu'est-ce que ça dit de l'état de la société américaine? Est-ce qu'on peut prendre ce cas en se disant c'est symptomatique de quelque chose? Oui. Et je pense qu'on oublie un peu dans ce genre d'événement de parler de l'essentiel, qui est la santé mentale aux États-Unis. Et c'est d'ailleurs très marrant parce que il y a une semaine, à la Maison-Blanche, Trump recevait des médecins psychiatres
pour leur expliquer que c'est le parent pauvre de la santé, que le prix des antidépresseurs est extrêmement cher. Donc, il s'est engagé, il a même fait une blague. La semaine dernière, Trump a dit j'en voudrais aussi pour moi. C'est un pays qui... moi, je fais pas partie des gens qui considèrent que la possession d'armes ou la circulation d'armes implique forcément sinon ce serait le cas en Suisse où ils ont aussi beaucoup d'armes, ils sont possesseurs d'armes, ou en République tchèque. Je pense que vraiment le parent pauvre aux États-Unis, c'est la santé mentale. Et c'est une catastrophe parce qu'on a les Américains ont fait fermer beaucoup d'hôpitaux psychiatriques, et donc le profil psychiatrique m'intéresse davantage que son profil politique. Vous dites qu'il a donné $25 à Kamala Harris. Rien ne vous empêche de donner à 2 ou 3 campagnes dans l'année. Ça en fait pas un grand donateur. C'est pour ça que je veux rester sur la... Effectivement, on aurait pu rajouter quelques... Je pense pas qu'il était invité à la Convention démocrate. Voilà, pour $25. En revanche, Alexandre Mandel, pardonnez-moi, je voudrais qu'on parle aussi de Donald Trump. Est-ce que c'est la question qu'on s'est posée à 11h? Est-ce qu'il cristallise toutes les tensions? Est-ce que c'est un homme qui est plus ciblé que les précédents présidents, ou en fait le statut de président américain est un statut qui vous expose? Nombre de présidents ont été visés par des tentatives d'assassinat ou même tués d'ailleurs. Ou reçoivent des menaces. Obama aussi en recevait très, très fréquemment. Est-ce qu'il est plus au contact déjà? Et c'est bon, il est évident que Trump génère chez ses opposants une détestation. Écoutez, moi j'ai des amis démocrates qui sont... Ça m'arrive. J'ai des amis démocrates aux États-Unis. Des gens intelligents, non d'un chien. Des gens équilibrés. Je me souviens à sa réélection. Mais on n'ira pas pleurer s'il prend une balle. C'est des gens comme ça qui basculent dans l'irrationnel, mais qui par ailleurs évidemment manifestent régulièrement contre le port d'armes aux États-Unis, et qui me disent cette fois-ci, s'ils pouvaient s'en prendre une. Et ça, je peux comprendre humainement que ça, c'est aux États-Unis qu'on vous dit ça. Parce que vous êtes régulièrement aux États-Unis. Il faut être tout à fait honnête. Cette polarisation, vous la ressentiez aussi du côté vraiment des plus cultistes de MAGA. Moi, je veux dire, il y a eu aussi, il faut le souligner, il y a eu l'année dernière une sénatrice démocrate du Minnesota, du Sénat local du Minnesota, qui a été assassinée par un militant anti-avortement, par arme à feu. Il y a eu une tentative sur le mari de Nancy Pelosi, l'ancienne présidente de la Chambre. C'est pour ça que j'aime dire, avant de dire que c'est un pays où circulent les armes à feu, et où peut-être il y a des failles, évidemment, au service secret, c'est aussi un pays qui pêche par les soins psychiatriques, qui aux États-Unis sont... Mais ça, c'est partout. On parle de la France comme du parent pauvre de la psychiatrie. Quelqu'un qui serait, j'en sais rien, en France, schizophrène, bipolaire, etc., peut avoir un parcours suivi. Ses parents passent endettés, si vous voulez, auprès d'une banque pour pouvoir payer des médicaments qui le stabilisent. Enfin, je pense que tous autour de cette table, on est allé aux États-Unis, tous autour de cette table, on a constaté que ça se voit même, je vais dire, au jour le jour. C'est un pays qui souffre beaucoup de ça. Et c'est un phénomène très nouveau. C'était pas comme ça dans les années 70-80. Alexandre Mandel est avec nous, spécialiste des États-Unis. Vous avez écrit chez Trump aux éditions de l'Artilleur. Il y a quoi chez Trump? Et il y a quoi en Trump? C'est une bonne question, parce que il y a quoi chez les Trump en ce moment? Ou est-ce qu'on arrive encore à... Vous voulez dire qu'ils sont plusieurs dans sa tête? Politiquement, non. Non, je pense que c'est plus... je fais pas partie des gens qui disent c'est un imbécile, ou encore moins c'est un fou. Je pense qu'il est rationnel. Je pense que là, il traverse une mauvaise séquence qui est un peu de sa responsabilité, mais qui est aussi un peu celle... c'est un peu de sa responsabilité sur l'Iran, parce qu'il n'a pas donné de date, d'objectif, etc. Je trouve qu'on est bien injuste avec lui. Il correspond... Trump, le mystère... On va reprendre l'image de ce type, du président qu'on couche par terre, qui se relève. Ça fait quand même 3 fois que ça lui arrive. Et bien, c'est un peu, ça résume Trump, c'est la métaphore de Trump, c'est-à-dire, y compris politiquement, c'est un type moi, je l'ai tué 3 fois politiquement, Trump. Moi, je me souviens aux midterms d'il y a 4 ans maintenant, mais on pourrait sortir les enregistrements en disant, mais Mandel, c'est un salaud. Il dit, il y a 4 ans, il disait, il est fini. Je me souviens très bien
à la semi-défaite des midterms de 2022. Écoutez, moi je me souviens très bien, Fox News, coupant le discours de Trump à Mar-a-Lago, c'est la première fois qu'il faisait ça. Et tout le monde, je ne connais pas une personne qui m'ait dit, donc tu vas voir, dans 2 ans il va revenir, etc. Donc, j'associe, si vous voulez, ces aventures. De Phoenix. Ces aventures, voilà, c'est ça. Et ces aventures-là, il est très difficile de prévoir ce que sera Trump, un Trump politiquement faible. Moi, je ne suis pas certain qu'il perde les midterms, parce que j'ai quand même appris de mes bêtises. Je les confesse aujourd'hui. Maintenant, vous êtes beaucoup plus prudent. Mais maintenant, je me dis... Alors, vous savez, dans les analyses... Il y a quand même un truc qu'on oublie aux États-Unis en parlant de Trump. C'est le camp d'en face. Ah oui, les démocrates ne donnent pas envie. Et les démocrates, dans tous les sondages d'opinion, sont considérés comme encore plus mauvais que les républicains. Mais on ira sur la politique américaine et effectivement cet enjeu des élections de mi-mandat. Il est 12h35 sur Europe 1 et vous entendez Alexandre Mondel, qui est journaliste spécialiste des États-Unis, que vous pouvez lire également dans les colonnes du journal du dimanche. On s'est posé la question de cette violence en politique et vous qui faites la bascule entre la France et les États-Unis, est-ce que cette violence politique aux États-Unis, vous la retrouvez parfois en France ? Vous êtes totalement détaché de la politique française. Non, vous êtes pas, non, désormais le premier des Américains. Je trouve la vie, mais c'est peut-être pas un tropisme, je trouve la vie politique française moins passionnante que la vie politique oui, non, mais je vous demande pas si elle est passionnante. C'est parce que le personnel politique est moins intéressant aussi. Je vous demande mais vous avez raison, sur la violence. Mais vous avez raison. Et je pense qu'on s'y achemine... dangereusement. Dangereusement. Moi, je pense aussi qu'il y a... un peu cette chose qu'on retrouve aux États-Unis quand on parle avec des démocrates et des républicains, mais on s'aperçoit que finalement les Américains sur 90% des sujets, non mais c'est vrai, ils sont plutôt d'accord. Et puis il y a les 10% autres sur le wokisme, je dirais presque sur des petits détails finalement de la vie politique qui changent pas fondamentalement, où ils sont différents. Alors mais après mon regard sur la politique française, je vais comparer l'extrême gauche, par exemple. En France, vous avez Mélenchon, et Mélenchon est extrêmement violent, verbalement, je trouve. C'est un type extrêmement violent. Alors qu'aux États-Unis, vous avez Bernie Sanders, c'est un type éminemment sympathique, brillant, intelligent. Donc moi, je n'arrive pas à retrouver l'équivalent de la violence verbale chez Bernie Sanders, ou même chez Alexandra Ocasio-Cortez, c'est la star de... Mais alors finalement, est-ce que le plus violent dans la politique américaine, c'est pas Donald Trump dans ses propos ? Je parle des hauts dirigeants, parce que c'est vrai que dans certaines de ces déclarations, et notamment ces 8 dernières semaines pendant la guerre, il y a des déclarations qui sont sidérantes. Ce qu'il a dit sur le président de la République et sa femme, ce qu'il a dit sur Mohamed Ben Salman, sur le pape. C'est un homme de spectacle. Oui. Et il donne à voir un peu... très souvent, je suis pas révolté, parce que je ne suis pas l'avocat de Trump, sinon je lui demanderais des millions de dollars, mais parfois je suis un peu révolté en me disant, mais est-ce que les gens comprennent quand on commente un tweet de Trump, quand il dit « je vais effacer la civilisation iranienne ». Réduire à l'âge de pierre. Mais oui, mais ça c'est pour son public. Il ne parle pas à Macron ce jour-là, il ne parle pas à l'Iran. C'est pas l'homme politique qui parle, c'est l'homme de télé. Plutôt c'est l'homme de télé transformé en politique qui parle à son fan club. J'ai compris. Et c'est pas un message politique. Je pense que Trump est encore quelqu'un qui... C'est un populiste. J'ai rien contre les populistes. Non, mais vous savez que ce terme, par exemple, est omis dans le monde mainstream. C'est un très bon terme si vraiment vous vous occupez du peuple. Et donc, lui s'intéresse à son peuple, au peuple de Trump. Mais sauf que le peuple de Trump, et c'est intéressant ce que vous dites, le peuple de Trump était plutôt réservé quant à l'idée d'intervenir en Iran. Ça dépend. Alors là, je ne suis pas d'accord. La base MAGA est toujours très pro-intervention. Le camp républicain, plus largement, est plus divisé. J'ai dit réservé, j'ai pas dit c'était une Après, majoritairement. des défections que vous retrouvez notamment parce que l'influence des podcasteurs comme Tucker Carlson. Mais là où je peux vous rejoindre, Alexandre Mondel, et ça me fait plaisir de vous avoir dans le studio d'Europe 1 parce que je vous lis régulièrement, mais c'est la première fois que j'ai la chance de pouvoir échanger avec vous. Et en plus d'être une plume, vous êtes un personnage, vous êtes une voix, et vous devriez venir plus souvent nous voir. Mais comme vous préférez les États-Unis, c'est difficile de vous avoir dans les studios. Et la plus sérieusement, c'est il y a une détestation de Donald Trump. Et sur les 8 dernières semaines, quand vous voyez les déclarations sur les plateaux télé,
la tête des journalistes quand vous avez une intervention américaine. Il y a une détestation des Américains. Des Américains, c'est vrai. L'anti-américanisme, l'anti-américanisme primaire. L'américanophobie est une xénophobie. Mais c'est très intéressant de parler de cet anti-américanisme. Signe que ces dernières semaines, je ne savais pas qui était l'ennemi public numéro 1. Est-ce que c'était le régime iranien ou est-ce que c'était finalement Donald Trump? Sébastien avait une question rapidement parce qu'il nous reste 30 secondes. Mais parce que je pense qu'on a raison de comparer les sociétés. Parce qu'il y a beaucoup de gens en France qui disent non mais la société américaine n'a rien à voir avec la société française. Moi je ne suis pas totalement d'accord. Quand on voit les fractures que traverse la société américaine, c'est une fracture communautaire, des gens qui ne vivent plus ensemble. Amérique rurale. Exactement. Même une fracture parfois raciale avec le quartier blanc, le quartier afro-américain, le quartier latino, le quartier asiatique. Quand on voit la fracture démocratique avec 50% des républicains, 50% démocrates, un Californien qui n'a pas l'impression de vivre dans le même pays qu'un Texan, est-ce que vous ne voyez pas en France exactement les mêmes racines en réalité? Alors c'est peut-être plus exacerbé en France. Oui, mais avec aux États-Unis, pardon. Rapidement, Alexandre Mandel, parce que vous êtes pressé. Vous avez parfaitement raison sur. D'abord, moi j'ai horreur de l'expression américain moyen dans un pays qui compte 50 États où la plupart des Américains ne sont pas allés d'une côte à l'autre. Vous avez raison sur cette fracture entre l'Amérique rurale et l'Amérique urbaine. Bon, aux États-Unis, ils n'ont pas qu'un seul Paris. Je parle de la capitale. Vous avez une quinzaine de villes qui peuvent rivaliser avec Paris. Et surtout, ils ont un système de pondération, qui est le système de collège électoral, qui permet de mon point de vue, un système excellent, qui permet de donner du poids à ces électeurs ruraux. En France, l'électeur rural, il a la même voix que celui du 6e arrondissement à Paris. 12h40 sur Europe 1. Merci d'être venu nous voir, cher Alexandre Mandel, journaliste spécialiste des États-Unis, auteur de l'ouvrage Chez Trump, publié aux éditions L'Artilleur.